Bonjour à tous, 12 heures sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM Sen Radio Sud Midi. Au sommaire, de nouveaux décès liés à la Covid-19, 127 nouvelles contaminations, 2471 patients sont aujourd'hui sous traitement. La progression de la maladie ne ralentit pas alors que l'appui aux entreprises impactées s'organise. Le ministre de l'économie du plan est en tournée à Saint-Louis. Dans le cadre de cet appui, la pandémie avait également accéléré le retrait des enfants de la rue. Des moyens ont été mobilisés pour peu de résultats. Les enfants sont de retour dans la rue. La reprise du transport interurbain a précipité le retour constat dans ce 12 heures. La journée de lutte contre la prolifération des armes légères est célébrée aujourd'hui 9 juillet en Casamance. Le fléau a des impacts réels à cause du conflit armé, de l'instabilité en Gambie et en Guinée-Bissau. On en parle largement avec notre invité, Cheikh Tidiane Cissé, coordinateur de Malawi en Casamance. Il fait le lien entre la prolifération des armes légères et la pauvreté dans la zone. Vous l'entendrez largement. Il sera notre invité. Et puis un reportage à Diakha-Guémédié dans la région de Kédougou. La localité fait frontière avec le Mali et la Guinée. Déplacé à la suite d'un conflit, le village porte le nom de Diakha Macky Sall. Un reportage de Boubacar Tomba à suivre dans cette édition. L'actualité internationale, la revue de presse avec Ndeye Mariam Ndiaye pour compléter Sud Midi, mise en onde par Hassan Thioune. Bonjour à tous. Rappelons cette grève dans le secteur de la justice qui se poursuit. Le SYTJUST, syndicat des travailleurs de la justice, a décrété 48 heures de grève aujourd'hui et demain. Le syndicat lutte pour le respect des accords déjà signés. Le syndicat qui accuse la tutelle de remettre en cause toutes les réformes entreprises. Le SYTJUST appelle à une marche pacifique le 14 juillet à Dakar. Sitting cet après-midi à Dakar du collectif des bacheliers non orientés pour l'année académique 2019-2020. Une mobilisation pour interpeller le ministre de l'enseignement supérieur. Ces étudiants exigent leur orientation. Ils veulent poursuivre les études. Souleymane Diouf est le coordonnateur des nouveaux bacheliers non orientés. Il répond à Ndeye Mariam Ndiaye. On a eu le droit d'être orienté comme nos camarades. C'est difficile d'être là sans rien faire. Parce que notre école de nos parents ne nous permet pas de continuer nos études à l'école privée. Donc il faudra que le ministre agrée nos demandes d'interrogation, puisqu'il avait estimé qu'il aurait touché alors que ça reste un vague de bacheliers. Donc on attend toujours nos orientations. On a toujours nos orientations parce que nos parents ont eu l'espoir de nous, encore une fois, nous aussi encore, on veut suivre notre avenir. Avez-vous reçu une autorisation concernant cette manifestation? Avec cette pandémie, tout le monde sait qu'on ne peut pas avoir une autorisation. Mais juste pour montrer la preuve au peuple sénégalais. Parce que la fois passée, on avait écouté le ministre, il a dit qu'il ne croit pas à cette plateforme. Parce que dans une semaine, nous avons recensé plus de 500 personnes. Dans une semaine. Alors qu'actuellement, au niveau de notre plateforme, il y a plus de 700 nouveaux bacheliers qui sont inscrits dans cette plateforme. Donc, j'ai organisé cette plateforme en compagnie d'Alou Sane, le coordinateur du mouvement Yanamar, et Abdou Khafor Kandji. C'est au même. Donc, nous, on avait demandé une audience au Premier ministre. Il a demandé l'objectif de cette audience. Nous avons expliqué la situation. Il a dit qu'il ne croit pas à cela. Donc, pour faire la preuve au peuple sénégalais, ça qui nous a poussé à convoquer tous les bacheliers de venir. Mais quant à cela, on va respecter les mesures de barrière. Et puis ça, on met 50 et le port des masques aussi encore obligatoire. Vous venez de suivre les propos de Souleymane Diouf, coordonnateur des nouveaux bacheliers non orientés qui organise un sitting cet après-midi à Dakar. Il s'agit d'un sitting pacifique pour interpeller le ministre de l'enseignement supérieur. Situation de la Covid-19 ce jeudi, 127 nouvelles contaminations recensées dont un cas importé, 13 issus de la transmission communautaire répartis entre Dakar, Thiès, Khombole et Saint-Louis. 2 nouveaux décès déclarés ce jour, 2471 patients sont sous traitement. Les précisions du docteur Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, on l'écoute. Sur 970 tests réalisés, 127 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 13,09%. Les cas positifs sont répartis comme suit: 113 cas contacts suivis par nos services, un cas importé enregistré à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, 13 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Thiès 4, Mbour 2, Cité Batrin 1,
Kermassar 1, Khombol 1, Mariste 1, Parcelles Assainies 1, Sicap Foire 1 et Saint-Louis 1. 72 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés donc guéris. 36 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 2 nouveaux décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés dans nos structures ce mercredi 8 juillet 2020. L'état de santé des autres patients reste stable. À ce jour, 7 784 cas ont été déclarés positifs, dont 5 169 guéris, 143 décédés et donc 2 471 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore hospitalisés. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective et recommande vivement le respect de la distanciation physique d'au moins 1 mètre, le port obligatoire de masques, surtout en cette période proche de la Tabaski et la fréquentation des lieux publics, mais également le lavage des mains. Docteur Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, il a fait le point quotidien de la pandémie. De nouveaux décès liés au coronavirus enregistrés. Pour lutter contre les impacts de la pandémie, le gouvernement a décidé d'appuyer les entreprises touchées par la maladie. Le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, Amadou Hott, est d'ailleurs en tournée à Saint-Louis aujourd'hui. Il visite les entreprises qui ont bénéficié du mécanisme de financement, 200 milliards de francs CFA dégagés pour les appuyer. Une visite qui entre dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Yves Tandeng, bonjour. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Effectivement, Issoyan, vous l'avez dit, c'est une tournée donc qui entre dans le cadre de la lutte contre les impacts de la pandémie de la COVID-19. Il s'agit en effet des entreprises ayant bénéficié du mécanisme de financement de 200 milliards de francs CFA, car ayant été donc impactées par cette COVID-19. Donc une visite qui va durer 2 jours, notamment aujourd'hui et demain, et qu'effectue présentement même le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, Amadou Hott, qui est accompagné d'une forte délégation, notamment du directeur général de la BNDE, la Banque nationale de développement économique, du directeur donc général du FONGIP, ainsi que du directeur général de la SAED, mais également il est accompagné par le président du comité de gestion du fonds COVID-19. Pour cette première journée, retenez que le ministre se rend donc dans 3 entreprises que sont le CERIC, la CASL et l'entreprise Vital. Ce sont toutes 3 des entreprises qui se trouvent dans les arrondissements de Ndiaye et de Mbane. Là, au moment où nous vous parlons ici, nous avons déjà fait la première étape. Il s'agit donc de l'entreprise CERIC qui se trouve être un groupe appartenant à un certain Biram Boy, un propriétaire de l'entreprise Agroboy. Au moment où nous vous parlons, nous allons vers cette deuxième étape qui se trouve être l'entreprise CASL, c'est la compagnie agricole de Saint-Louis. Donc cet après-midi, le ministre se rendra dans la commune de Mbane pour y visiter l'entreprise Vital. Retenez que donc ce séjour à Saint-Louis permettra également au ministre Amadou Hott de pouvoir rencontrer les agriculteurs, notamment les organisations professionnelles du secteur privé local, mais également les chefs d'entreprise de la région de Saint-Louis. Voilà ce qu'on peut dire, Issoyan, par rapport à cette tournée de 2 jours qu'effectue le ministre donc le ministre Amadou Hott ici dans la région de Saint-Louis, notamment pour visiter les entreprises ayant été impactées par la COVID-19 et qui vont bénéficier donc d'un financement de 200 milliards de francs CFA dans le cadre toujours donc de cette lutte contre la COVID-19. C'était donc Yves Tandeng depuis Saint-Louis pour Sud FM. Merci beaucoup Yves Tandeng. Les impacts de la pandémie dont
tous les secteurs. La pandémie qui avait entraîné le retrait des enfants de la rue, qui avait précipité les opérations de retrait des enfants de la rue. De nombreux moyens ont été mobilisés pour peu de résultats. Aujourd'hui, les enfants sont de retour dans les rues de la capitale, constat dans la banlieue avec El Hadj Moussa Thiam. Des groupes d'enfants talibés dans la rue à la quête de l'aumône, c'est le décor dans les rues de la banlieue tous les jours. Le programme de retrait des enfants de la rue est loin d'être une réalité selon Ahmad Sow. L'État avait pris des mesures sur les enfants, mais on a constaté qu'au fur et à mesure les mesures se délaissent parce que l'État a décroché ce qu'on appelle les mesures d'urgence. Au niveau de la banlieue, si vous venez ici, on voit les enfants talibés, les enfants qui se déambulent n'importe où. Donc c'est la raison pour laquelle on dit que les mesures que l'État a prises, ce n'est pas des mesures strictes, c'est des mesures de complaisance. Pour Pape Ndiouga Diop, il y a deux types d'enfants qu'on retrouve dans la rue. Ce dernier évoque même un problème de responsabilité partagée. Quand on dit les enfants de la rue et les enfants dans la rue, c'est deux choses différentes. Pour la simple raison qu'il y a des enfants qui n'ont pas opté d'être dans la rue. Ils ont été évacués dans la rue par des parents qui ne pensent pas à leur responsabilité, à leur devoir de parents. Alors qu'il y a des enfants qui ont été balancés dans la rue par des marabouts véreux qui ne cherchent que le sou. Même s'ils n'apprennent pas, ce n'est pas le problème. Le cas de souci, c'est qu'on leur rapporte quelque chose. Pour cet homme, la situation est accentuée par la présence d'enfants venus de la sous-région. Non, mais en Guinée-Bissau surtout, Guinée-Bissau, le problème. Donc, les parents ils sont irresponsables. Mais le phénomène est responsable de mesures sévères. Non, en croire Amatso, l'État fait du tape à l'œil avec ses opérations de retrait. La mesure doit être pérenne, renseigne-t-il. C'est des actes politiciens parce qu'aujourd'hui, récemment, on a vu des enfants qui sont mobilisés, on a vu des enfants qui sont mis dans des voitures et on les a menés au lieu de leurs parents. Quand il prend des mesures, ces mesures doivent être engagées. Dans la banlieue, beaucoup d'écoles coraniques avaient pris la mesure de confiner leurs talibés. Mais avec la levée de l'état d'urgence, les enfants talibés ont repris du service. Parfois, même sans un masque sur le visage. Banlieue dakaroise, El Hadj Moussa Thiam, Radio Sud FM. El Hadj Moussa Thiam, vous l'avez dit, les enfants sont de retour dans les rues de la capitale. Ils sont visibles un peu partout malgré les efforts déployés par l'État. Les enfants sont dans la rue. Le président du comité pour le développement de Grand Dakar regrette et estime qu'il reste beaucoup à faire. Mamour Diop avec Mahi Rosalingaï. Vous voyez, le problème des enfants de la rue, c'est un problème que l'État a voulu régler par rapport à la Covid. C'est un problème qui date de presque... On vit avec ces enfants. Ce n'est pas des talibés, mais c'est des enfants de la rue qui viennent des pays voisins. La majeure partie de ces enfants, quand tu les parles, ils ne savent même pas parler Wolof, ni Peul, ni... Ils viennent des fois de la Guinée-Bissau et des pays limitrophes du Sénégal, Gambie et consorts. Donc l'État a voulu régler ce problème, mais il l'a fait à demi. Quand les Serigne Dara ont voulu dire qu'il ne faut pas toucher aux talibés, ils se sont rétractés pour ne pas faire... Voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est pour cela certains ont pu garder leurs talibés parce qu'ils ne pouvaient pas les laisser. D'autres sont revenus parce que, vous voyez, le problème des enfants de la rue doit être traité de manière très, très, très sociale. Parce que, vous voyez, ces enfants-là, on les fait travailler pendant que les gens qui ne sont même pas des Serigne Dara, ils ne sont ni Serigne Dara, ni rien. Parce que quand tu demandes à un enfant un verset du Coran, il ne savent même pas. La Fatiha, qui est la première sourate de Coran, ils ne maîtrisent même pas. Donc ce ne sont pas des talibés. Réaction recueillie par Marie-Rosalie Ndiaye. Parlons de la journée de lutte contre la prolifération des armes légères. La journée est célébrée ce 9 juillet en Casamance. Le fléau a des impacts réels à cause du conflit armé. L'instabilité en Gambie et en Guinée-Bissau accentue le phénomène. Cheikh Tidiane Cissé est le coordonnateur de Malao en Casamance. Il fait le lien entre la prolifération des armes légères et la pauvreté dans la zone. Il répond aux questions de Ben Michel Confoudi. Nous sommes dans une zone sud frontalière à la Guinée-Bissau, mais également à la Gambie. Donc, qui sont deux pays à problèmes spécifiques. D'abord, la Guinée-Bissau, instabilité politique
et qui parle d'instabilité politique parle effectivement de violence, des violences souvent armées. Mais également, frontière avec la Guinée-Bissau du côté du Balantakunda, un phénomène qu'on appelle donc le vol de bétail, qui s'accompagne également avec l'usage d'armes. En Gambie, instabilité également institutionnelle, donc que la CEDEAO certainement a pu régler tout dernièrement, mais également c'est une condition pour une circulation des armes. Au-delà de tout ça maintenant, il y a ce qu'on appelle l'économie de guerre. L'économie de guerre, c'est l'usage de la drogue, par exemple. Le trafic de drogue, partout où il y a trafic de drogue, il y a effectivement donc circulation des armes légères. Voici toutes les conditions qui font que notre zone est effectivement dans une zone à risque. Vous l'avez dit, cette problématique est une réalité. Quelles peuvent être les conséquences en Casamance? Vous avez souvent entendu dire que la Casamance règne au Sénégal. Aujourd'hui, si on voit des populations qui ont faim, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle l'insécurité dans les zones de production. Donc, cette insécurité dans les zones de production peut être liée à la circulation des armes légères et de petits calibres, mais également des mines antipersonnelles. Donc, les champs des plantations qui devaient être aujourd'hui des greniers pour les populations, pour faire vivre les populations, ne sont plus exploitables. Et ça appauvrit les populations. Donc, la pauvreté est la première conséquence. Deuxième conséquence, tout ce qui est initiative pour le développement est voué à l'échec. Parce que justement, les investisseurs n'osent pas investir dans une zone d'instabilité. Et donc, vous voyez que chaque fois quand il y a eu des armes légères quelque part, vraiment, l'investissement également va sortir. Vous venez de suivre la réaction de Cheikh Tidiane Cissé, coordonnateur de Malao en Casamance. Il sera tout à l'heure notre invité. Il revient sur la lutte contre la prolifération des armes légères. La journée est célébrée ce 9 juillet. Restons dans le sud du pays, à direction le village de Diabir, situé dans le département de Bignona, où c'est l'association SOS Casamance qui a réalisé pratiquement toutes les infrastructures sociales de base. Ces fils de la région basée en France ont effectué la pose de la première pierre de la case de santé. Une belle action se félicitent les habitants. Reportage de Ben Michel Confoudi. Les faibles actions de l'État du Sénégal dans le village de Diabir, situé dans le département de Bignona, sont en train d'être compensées par SOS Casamance. Cette association, créée par des fils de la région basée en Europe, a déjà à son actif plusieurs réalisations à Diabir, à en croire le coordonnateur des projets Samboudian Badji. Nous avons accueilli d'abord les premiers volontaires qui étaient là. On commençait d'abord à réaliser un jardin potager. Et après la formation, donc SOS Casamance a acheté des matériels et mis à la disposition des femmes. Le puits qui se trouve à l'école était tombé en panne. Donc c'est un puits que SOS Casamance a pu nous réparer. Il y a cette réalisation du terrain de football que la jeunesse a demandé à SOS Casamance, qui d'ailleurs va bientôt commencer. SOS Casamance, qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, va offrir aux populations de Diabir une case de santé. La pose de la première pierre a été faite par la représentante de l'association Marie-Pauline Bassène. On est là pour soutenir les populations. Donc nous sommes là pour ça, pour les accompagner dans leurs besoins. La case de santé va pouvoir aider la population sur beaucoup de choses, parce que se déplacer pour aller à Mampalago, et c'est pas la porte à côté et c'est pas facile. Donc je pense que ça va améliorer beaucoup de choses. Ces actions ont apporté un grand soulagement aux populations de Diabir, selon le chef de village, Pape Abdoulaye Manga. Les appréciations sont énormes. Pourquoi? Parce que vraiment c'est un acte qui soulagera la population du village. Je commencerai par la construction du mur de clôture de l'école. En dehors de cela, SOS Casamance aussi s'apprête encore à réaliser un terrain de foot pour la jeunesse. Donc le ciment est déjà sur place, le fer aussi. Ces réalisations et projets dans le village de Diabir symbolisent un pacte fécond entre SOS Casamance et ce village du département de Bignona. Ben Michel Kanfoudi, Ziguinchor, Sud FM. Direction Diakha-Guémédié dans la région de Kédougou. L'histoire de Diakha-Guémédié est atypique. Il fait frontière avec le Mali et la Guinée. Déplacé à la suite d'un conflit, le village a été équipé grâce au Puma. Depuis, il a changé de nom pour devenir Diakha Macky Sall. Reportage signé Boubacar Tamba. La commune de Madina Bafé, ici dans la région de Kédougou, présente deux particularités. D'abord, elle est frontalière au Mali et à la République de Guinée. Ensuite, elle abrite un village qui s'appelle Diakha Macky Sall, le chef de l'État.
Le maire Sadio Damfara nous a conté sa jeune histoire. Bon, c'est seulement en mai 2016, l'armée guinéenne a envahi le village. Bon, ils ont dit que cette partie se trouvait dans le territoire guinéen. Donc, ils ont démoli les classes qui étaient en construction. Ils ont brutalisé le maçon et l'ancien qui était là-bas. Bon, le Sénégal aussi est intervenu. Mais finalement, le Sénégal a jugé nécessaire de délocaliser le village. Donc, ils ont créé un site dont ils ont loti. Bon, à travers le PUMA aussi, l'État a eu à faire des investissements là-bas. Donc, ils ont construit un poste de santé. Bon, ils ont construit une école. Entre-temps, PUMA aussi a donné à chaque ménage 300 000 francs en attendant. Le village est électrifié? Oui, PUMA a électrifié le village. Dans les concessions et aussi sur les axes. Ils ont aménagé aussi un jardin. Il y a le forage. Bon, ils ont fait aussi un terrain pour les jeunes. Donc, par reconnaissance envers le chef de l'État, les habitants ont donné son nom au village. Diahamaki Sall. Oui, Diahamaki. Est-ce que le président est une fois venu là-bas? Non, il n'est jamais venu ici, pour le moment. À Diahamaki Sall, les ménages augmentent tous les jours. Des Maliens et Guinéens ont préféré venir s'y installer. Boubacar Tamba Kédougou, Sud FM. Boubacar Tamba, il est 12h20 dans nos studios. Le bilan de la pandémie dans le monde, la pandémie du coronavirus qui a fait au moins 549 701 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un dernier bilan effectué ce matin à 11h. Plus de 12 066 880 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués. La pandémie de coronavirus qui s'accélère à l'échelle mondiale selon l'OMS, avec donc plus de 12 millions de cas recensés sur la planète. Aujourd'hui, l'Australie a décidé de reconfiner ce jeudi les 5 millions d'habitants de Melbourne, deuxième ville du pays. En Turquie, au moins 3 personnes ont été tuées ce jeudi dans le nord-ouest de la Turquie dans l'explosion d'un camion transportant des feux d'artifice depuis une usine où une détonation similaire avait fait 6 morts vendredi dernier selon les autorités. Il est 12h23. Sud Midi, l'invité. Notre invité, Cheikh Tidiane Cissé, coordonnateur de Malao en Casamance. Il revient sur l'impact de la prolifération des armes légères en Casamance. La journée de lutte contre la prolifération des armes légères est célébrée aujourd'hui 9 juillet. Cheikh Tidiane Cissé, coordonnateur de Malao en Casamance, répond aux questions de Ben Michel Konfoudi. Monsieur Cheikh Tidiane Cissé, vous êtes le coordonnateur de Malao en Casamance. Aujourd'hui est célébrée la journée de lutte contre la prolifération des armes légères. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'impact du phénomène dans le sud du pays? Merci beaucoup. Célébrer ou commémorer une journée dédiée à la lutte contre les armes légères est une opportunité pour nous, Malao, de sensibiliser, d'informer, mais également de pousser les gens à travailler pour la sécurité humaine. Vous l'avez dit, nous sommes dans une zone sud frontalière à la Guinée-Bissau, mais également à la Gambie, donc qui sont deux pays à problèmes spécifiques. D'abord, la Guinée-Bissau est instabilité politique, et qui parle d'instabilité politique parle effectivement de violence, des violences souvent armées, mais également frontière avec la Guinée-Bissau du côté du Balantakunda, un phénomène qu'on appelle donc le vol de bétail, qui s'accompagne également avec l'usage d'armes. En Gambie, instabilité également institutionnelle, donc que la CEDEAO certainement a pu régler tout dernièrement, mais également c'est une condition pour une circulation des armes. Au-delà de tout ça maintenant, il y a ce qu'on appelle l'économie de guerre. L'économie de guerre, c'est l'usage de la drogue, par exemple. Le trafic de drogue, partout où il y a trafic de drogue, il y a effectivement donc circulation des armes légères. Voici toutes les conditions qui font que notre zone est effectivement dans une zone à risque. Vous l'avez dit, cette problématique est une réalité. Quelles peuvent être les conséquences en Casamance? Vous avez souvent entendu dire que la Casamance réunit le Sénégal. Aujourd'hui, si on voit des populations qui ont faim, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle l'insécurité dans les zones de production. Donc, cette insécurité dans les zones de production peut être liée à la circulation des armes légères et de petit calibre, mais également des mines antipersonnelles.
Donc les champs des plantations qui devaient être aujourd'hui des greniers pour les populations, pour faire vivre les populations, ne sont plus exploitables. Et ça appauvrit les populations. Donc la pauvreté est la première conséquence. Deuxième conséquence, tout ce qui est initiative pour le développement est voué à l'échec. Parce que justement, les investisseurs n'osent pas investir dans une zone d'instabilité. Et donc, vous voyez que chaque fois quand il y a eu des armes légères quelque part, vraiment, l'investissement également va sortir de l'autre. Les deux problèmes majeurs que nous avons, c'est l'insécurité, mais la pauvreté et enfin le frein au développement durable. Les populations vont se déplacer, vont être réfugiées, vont quitter le terroir. Et ça, c'est ce que nous vivons en ce moment dans certains villages de la Casamance. Vous avez dans le Bayeux, c'est comme ça. Dans le Boutoupa Samarakonda, c'est comme ça. Dans le Adrian, c'est comme ça. Beaucoup de villages ont aussi des problèmes. Et pourtant, c'était des villages qui pouvaient faire vivre. Et donc, toute la Casamance. Selon les estimations, près de 8 millions d'armes circulent en Afrique de l'Ouest. En Casamance, est-ce qu'on peut quantifier le phénomène? Justement, c'est ça la difficulté parce que les chiffres que vous donnez comme ça datent de 2007. De 2007 à 2020, il y a au moins 13 ans. Ça veut dire qu'il y a certainement évolution de ce chiffre-là. Mais ce qui est difficile dans cette lutte-là, c'est qu'on ne peut pas quantifier. Ce qu'on peut voir, c'est les conséquences. Mais quantifier les armes légères, parce que ces armes-là ne sont pas traquées au départ, c'est illicite ensuite, et tout ce qui est illicite n'est pas contrôlé, parce que c'est hors contrôle. Et quand c'est hors contrôle, on peut pas dire exactement combien d'armes légères circulent. Au niveau du MFDC, on va savoir la quantité d'armes détenues par les forces, les forces démocratiques de la Casamance. Les populations elles-mêmes n'ont pas quantifié les armes qu'elles détiennent parce que c'est clandestin. Et enfin, ce qui complique notre tâche en termes statistiques, c'est le maillon faible en tout cas de la lutte contre les armes. Tout ce qu'on peut voir, c'est les conséquences, agir sur les conséquences pour conscientiser les gens et les permettre de prendre la responsabilité de ça. Mais dire carrément qu'il y a tel nombre d'armes, je crois que ce serait hasardeux de le dire aujourd'hui au moment où nous sommes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour endiguer ce fléau? Ce qu'il faut faire pour endiguer ce fléau, d'abord la sensibilisation. Il faut sensibiliser les populations sur le danger des armes et leurs impacts sur leur sécurité. Faire une éducation à la non-violence, à la culture de la paix pour les enfants que nous avons dans les écoles, mais également dans les quartiers. Ensuite, travailler à ce qu'on appelle la restauration de la confiance entre nos populations et les forces de défense et de sécurité. Parce que la mission régalienne des forces de défense et de sécurité, c'est d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Donc, il n'appartient pas aux citoyens d'assurer sa propre sécurité. Si on va jusqu'à ce que les populations sentent le besoin de s'armer pour assurer leur propre sécurité et la sécurité de leurs biens, ça veut dire qu'ils n'ont plus confiance aux forces de défense et de sécurité. Et bonjour les dégâts, parce que si chacun s'arme, c'est là où il y a le danger. On ne se servira plus de son raisonnement pour régler des problèmes, mais on fera toujours par les larmes pour régler son problème. L'autre dimension, c'est que parce qu'il y a l'offre, c'est parce qu'il y a demande. Mais s'il n'y a pas de demande, l'offre est vouée à l'échec. Je veux dire quoi? Les producteurs ne sont pas de grands producteurs d'armes légères, mais les armes légères nous viennent des pays industrialisés. Mais ils en fabriquent pour avoir de l'argent. Ils créent des problèmes dans nos pays pour nous vendre ces armes-là. Nous, ce que nous pouvons faire, il faudrait qu'on retourne à la tradition. Nos valeurs culturelles, il faut les revaloriser. Permettre aux gens de régler les problèmes dans la pacificité et non dans la violence armée. Mais enfin, le DDR, il ne peut pas négliger. C'est le désarmement, la démobilisation et la réinsertion. Cher Tidjane Cissé, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de Malao en Casamance. Cher Tidjane Cissé, coordinateur de Malao en Casamance, qui répondait aux questions de Ben Michel Confoudi. Fin de cette édition, je vous rappelle les principaux titres développés. De nouveaux décès liés à la Covid-19 ce jour, 127 nouvelles contaminations recensées, 2471 patients sont sous traitement. La progression de la maladie ne ralentit pas alors que l'appui aux entreprises impactées s'organise. Le ministre de l'économie et du plan étant tourné à Saint-Louis dans ce contexte, la pandémie qui avait accéléré
accélérer le retrait des enfants de la rue. Des moyens ont été mobilisés pour peu de résultats. Ces enfants sont de retour dans les rues de la capitale. La reprise du transport interurbain a précipité le retour. Vous avez suivi le reportage de El Hadj Moussa Thiam dans la banlieue de Dakar. La journée de lutte contre la prolifération des armes légères célébrée ce 9 juillet en Casamance. Le fléau a des impacts réels à cause du conflit armé, mais également à cause de l'instabilité en Gambie et en Guinée-Bissau. Cheikh Tidiane Cissé, coordonnateur de Malaon en Casamance, fait le lien entre la prolifération des armes légères et la pauvreté dans la zone. Il était l'invité de cette édition mise en onde par Hassan Thioune. Merci de l'avoir suivi. Le Wolof à 13h avec El Hadj Maodo Faye. Bonne suite de programmes sur Sen Radio.